Ouais, allez, salut tout le monde, c'est Hughes, comment allez-vous? Moi ça va super, j'en profite pour faire le dernier réglage, voilà, je vais caler mon micro ici pour pouvoir déplacer ma chaise, déplacer le livre. Alors aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur le journal d'un tueur. Alors je suis très content de la faire, je viens de finir mon cours, je reprends cet après-midi, donc c'est parfait. Je vais pouvoir vous lire les nouvelles de Gérard Schaeffer lorsqu'il est arrivé en prison, lors de son incarcération si vous préférez. Alors, dans la dernière vidéo, on avait lu les écrits qui ont été retrouvés avant qu'il soit arrêté, tous les écrits qui ont été retrouvés chez lui et également dans la maison de sa mère. Et là, en prison, il a fait autre chose. C'est-à-dire que c'est tout aussi horrible. Il a fait des récits sur l'histoire de sa prison, il a fait des récits sur les conditions de vie en prison, sur les exécutions, sur la chaise électrique, sur ses conversations avec Ted Bundy. Ça, je vous en parlerai sûrement plus tard. Pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Je préfère vous parler vraiment de ces récits qui ont été compilés dans Beyond Killer Fiction. Lors de la dernière, c'était Killer Fiction, donc Beyond, c'est un peu la suite. Dans Killer Fiction, la dernière nouvelle qui s'appelait Invitation à dîner, j'ai essayé de la lire assez rapidement pour que ce soit assez dynamique, histoire que ça renforce un petit peu l'horreur. Là, on va se concentrer vraiment sur toute la perversité du mec, quoi. Il faut savoir qu'il dit que ces récits sont des récits de fiction, c'est pour ça que ça s'appelle Killer Fiction, journal d'un tueur. Il dit qu'il n'écrit pas des faits réels, et il dit en gros qu'il se sert de sa violence pour montrer toute l'horreur du meurtre, et donc pour dégoûter ses lecteurs de commettre un meurtre. Mais je pense que sa violence, il l'a... Tout le monde le sait, hein, que sa violence, il l'a réellement exercer cette violence-là. Et donc dans ce livre, Beyond Killer Fiction, on a des récits les plus connus. Donc on a les récits les plus connus, Une blonde sur un pieu, Appât pour alligator, Des mouches dans ses yeux aussi, qui est un récit nécrophile. Je vais commencer, ça fait 2 minutes que je parle, c'était juste histoire de vous introduire. En tout cas, j'espère que vous aimerez ce journal d'un tueur. Je deviens un peu le spécialiste là de Gérard Schaeffer et du journal d'un tueur, puisque j'arrête pas de le relire, vraiment, c'est à chaque fois de plus en plus affreux, plus je le relis. Et donc on est parti, je vous dis à la fois prochaine sur Journal d'un tueur. Allez. Morceau de choix. Le meilleur endroit pour attraper des gros requins, c'est au bout de North Jetty, là où de grands rochers noirs bordent le canal portuaire de Port Everglades. On les a transportés du Maine il n'y a pas très longtemps pour ériger une barrière entre le passage d'eau de mer et le tas de sable fin qui s'étale au sud. 2 fois par jour, la marée emporte les déchets du port au large en empruntant ce passage étroit. C'est ce moment que les requins choisissent pour se nourrir généralement. C'est aussi le meilleur moment pour les attraper. Le mieux, c'est la période d'une demi-heure de crépuscule, au plus fort de la marée, quand la lune illumine l'horizon à l'est, les 30 minutes de transition vers l'obscurité en gros. C'est là que les plus gros viennent se repaître de sang. Il y a une trotte, en réalité, entre l'aire du parking de Bayamar et North Jetty. J'ai tout un attirail à transporter. Ma boîte à matériel de pêche, ma canne, un couteau. Je marche 1,5 km dans le sable mouillé, un rouleau de fil de pêche enroulé autour du cou. C'est très fatigant, irritant à vrai dire. Des sales gamins me tirent par la chemise. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Des petites salopes en bikini également me reluquent sous le soleil. Qu'elles aillent se faire foutre. En quoi pourraient-elles m'aider à nourrir les requins? Une fois arrivé à la jetée, tout semble parfait. Une armada entière de voiliers et de yachts de millionnaires chemine les ports remplis de chair fraîche. Les jolies passagères font coucou du haut du pont, les cheveux flottants sous la chaude brise salée. Je leur fais signe en souriant. Salopes de riches. Je me rends vers le bout de la jetée, marchant lentement sur les rochers glissants. Dans le ciel, des mouettes virevoltent, hurlent et fondent en piqué sur les poissons qui scintillent comme des piécettes d'argent parsemées à la surface de la mer. Je prends une bouffée d'air marin, des poissons morts, des algues décomposées, des déchets putrides rejetés des yachts rutilants. Un cadavre de chat, bouffi, flotte au gré des courants, bercé par les vagues. De l'appât. Je m'assieds sur les rochers, écoutant le cliquetis des crabes, le clapotement des poissons qui sautent hors de l'eau. La calme respiration sifflante de l'océan, et je contemple aussi le rideau de la nature qui tombe sur un autre jour. Tout est si paisible. J'entends des voix jeunes, rieuses. Des voix de filles. Karen, fais gaffe à ne pas tomber, ces rochers sont glissants. Un ricanement résonne. La créature nommée Karen répond. Allez, on continue jusqu'au bout.
Karen, qui a l'air du genre téméraire, surgit entre les gros rochers noirs, talonnée de près par sa compagne, qui a l'air moins à l'aise sur ce terrain accidenté. Elle me voit enfin. J'étais assis dans l'ombre. « Salut, dit-elle. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur ?»« Sale petite fouinarde. » Je lui souris en guise de bienvenue. « Je récolte des appâts. Voilà ce que je fais. Je pense pêcher. » Les deux gourdes regardent ma boîte et ma canne posée à mes côtés. Elles gloussent et s'échangent des regards, des codes secrets de femelles. Salope. « Et vous, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ?» Karen répond. « On cherche un endroit pour fumer des joints. Ça ne te dérange pas si on s'assied ici ? C'est vraiment un endroit spécial, pas vrai ? » Sale petite droguée. Je hausse les épaules. « Je m'en fiche, on est dans un pays libre. » Elle s'installe à côté de moi, sur le grand rocher plat. « Tu veux prendre quelques lattes avec nous ?» s'interroge Karen. « Peut-être. Personne ne vous a suivi, vous êtes sûr ?» Elles gloussent toutes deux à l'unisson. Elles sont sûrement déjà à moitié raides. La plage est déserte. Tout le monde est en train de manger chez eux. Qu'est-ce qui les fait rire à ce point, en fait ? Le fait de rester chez soi ? Je me lève et regarde tout autour. Mes yeux scrutent les rochers couleur ébène jusqu'au début de la jetée. Et par là, personne. Juste les deux filles. La marée est rapide. L'eau a pris une teinte noire. Il y a des vestiges d'un ciel rouge, loin à l'ouest. Et la lune orange s'élève à l'est. Des crevettes crèvent la surface dans un tourbillon. Deux lapins encore. C'est un soir de mauvaise lune, dis-je, croyez-moi. Karen la junkie jette un œil à l'intérieur d'un sachet d'herbe, pendant que sa copine, qui ne porte pas de soutien-gorge, attend en silence avec impatience, comme une stupide vache, pauvre débile. J'empoigne le pistolet semi-automatique Colt Westman, qui est accroché à la taille de mon treillis. Un éclair éclate, un craquement déchire le silence, un petit trou noir apparaît entre ses seins bovins. La fille sans soutien-gorge émet un simple « oh ». Elle s'affale sur ses genoux et s'effondre face contre terre. Karen, à ce moment-là, lève les yeux de son sac d'herbe. Elle dit « Quoi ?» juste avant qu'une balle de calibre 22 ne traverse son œil droit, puis se loge dans sa cervelle. Elle tombe en tas, ses bras et ses jambes parcourus de spasmes. Elle tourne vers la nuit et je commente. En plein dans le mille. La greluche en soutien-gorge est étalée de tout son long, son nez écrasé contre la roche. Je la fais rouler sur le dos, il y a un joli petit trou au milieu de son t-shirt, formant un cercle de sang. Je lui ai tiré droit dans le cœur, ça lui a stoppé net sa pompe à hémoglobine. Je me saisis alors de mon couteau à vider les poissons, et je découpe son t-shirt. Je lui défais son jean, et j'enlève sa culotte, et ses sandales. Je roule le tout en boule, et je les jette dans la mer, puis je traîne son corps nu jusqu'au bord du rocher plat. Je lui ouvre la gorge d'un geste rapide, et la laisse déverser un torrent de sang chaud directement dans les vagues. Voilà une piste humaine qui attirera les requins jusqu'ici, pour un festin sanglant. Karen bouge encore, ses mains s'ouvrent et se referment, ses doigts s'agitent en tous sens, ses jambes se trémoussent au ralenti. Elle n'a pas l'air morte, mais son système est en train de s'éteindre. Ses circuits sont saturés, il y a des fragments de globes oculaires sur sa joue gluants comme du gel. L'œil qui lui reste est tourné vers la lune ascendante. C'est un œil aveugle, accusateur, sale petite droguée. Si ton œil t'offense, arrache-le. C'est ce que dit le pasteur, arrache-le. Des petits squales nagent déjà en cercle à ce moment-là. Des rayons de lune brillent dans la surface de l'eau. Il y a des petites perles phosphorescentes, là où les mâchoires brisent l'écume en quête de sang et de viande, de globes oculaires. Oh oui, oui, arrache-le. Je place la pointe effilée de mon couteau dans la cornée, je la perce et d'un léger mouvement de levier, j'arrive à déloger l'œil de son orbite, assez facilement. Je le quitte dans la houle tranquille, il flotte quelques secondes, puis disparaît dans un tourbillon. J'arrache les boutons de sa blouse, je tranche les lanières de son soutien-gorge, et je les retire. Ses seins sont couleur glace à la vanille, et ils sont couronnés par des tétons gros comme des cerises, comme une glace de boule. Je cueille une cerise au couteau et je la balance dans l'eau. Un éclair scintille. On dirait des diables à ressort surgis des profondeurs de l'océan. Ils n'en font qu'une bouchée. Je prélève l'autre cerise, elle rejoint l'autre. La surface se brise d'éclats de phosphore, c'est charmant. Ils sont de plus en plus nombreux. Le festin va commencer. Et voilà une autre bouchée. Je fais valser ses baskets couvertes de sable. Je lui retire son jean qui sent la pisse. Je lui arrache sa culotte trempée. Je jette le tout dans la mer. Tout. Il faut se débarrasser de tout. Une petite ficelle blanche émerge de sa toison pubienne humide. Je tire dessus. Je jette le tampon souillé dans l'eau. Un clapotis, un tourbillon et c'est parti. Ils adorent ce sang. Il faut que je leur en donne plus. Je saisis le couteau et j'enfonce bien profond dans son vagin. Je fais tourner la lame. Je creuse un tunnel dans son orifice. Du sang et des matières blanches éclaboussent le rocher et rejoignent l'eau en formant une rigole. J'enfonce la main jusqu'au nombril, tournant le manche en tous sens afin de réduire ses entrailles en bouillie. Je fais une incision jusqu'aux côtes et redescends le couteau jusqu'au pubis. J'écoute son bol gastrique gargouille à l'intérieur de sa cavité abdominale.
Je déroule alors une longueur d'intestin grisâtre. Je tranche un morceau de tripe gluante et la jette dans la mer. La surface se brise en 1000 fragments. Des fragments argentés. Mako. J'enroule du fil de pêche autour de son cou, puis je jette son cadavre éventré dans le courant. Je fais filer la ligne. Un énorme requin bulldog fait surface avec l'appât entre les mâchoires, le secouant comme un terrier secoue un rat, le déchiquetant avec des mouvements de cisaille. La ligne lâche. Merde, mon appât s'est barré. Je me tourne alors vers le sac à foutre, sanguinolent étalé sur le granit. Il y en a pour au moins 60 kilos de viande fraîche et d'abat. Je creuse des sillons dans son dos avec mon couteau, prélevant sa peau blanche comme de la porcelaine. Je la retourne face en l'air, j'enfonce ma lame dans son ventre, je l'ouvre. Je la mets en position assise, de façon à ce que les boyaux glissent entre ses cuisses. Je lui entoure la taille avec le fil de pêche, puis je balance l'appât dans la tourmente. Une demi-douzaine de nageoires percent l'écume, des requins à tête de marteau. Ils plongent sur l'appât et le font danser sur les vagues, dans un étrange balai, déchirant les chairs molles. La ligne est instantanément coupée, je la ramène à moi. Elle a été mordue d'un coup sec. Ces enfoirés m'ont volé mon putain d'appât. La frénésie des squales fait bouillonner l'étendue salée. C'est un spectacle de la nature, une merveille à voir. Je peux discerner les nageoires en forme de cimetière, d'une bonne 50aine de requins. Pourfendant les eaux au gré de la marée, en quête de cette source de sang frais, il ne reste plus rien. Mes petits amis, plus rien. L'appât a disparu. Un chalutier roulé quitte Port Everglade au large, le ronronnement de son moteur brisant le calme de la houle, ses matelots se découpant sous la lumière des rayons de lune. Un héron nocturne se fait entendre, tandis que l'air se rafraîchit. Le vent vient du sud, la lune brille à son firmament. Les étoiles parsèment le ciel d'un horizon à l'autre. Je me couche alors sur la pierre plate et examine la voûte stellaire. Il est l'heure de rentrer. Je parcours le chemin qui me ramène à Bayamar, marchant dans le sable qui est encore chaud. Les crabes se dandinent sur mes pas, des lumières scintillent le long de l'A1A. Les pneus glissent sur l'asphalte, des chaînes stéréo font résonner leur chahut étouffé. La police surgit. 2 gros porcs de flics sont en train de fumer à côté de ma tire. Comment sont-ils au courant ? Je marche vers eux, trop fatigué pour tenter quoi que ce soit. Ils reluquent mon équipement. Un des deux me dit « Alors, on a de la chance ce soir ?» « J'ai rien attrapé, dis-je d'un ton las, rangeant mon attirail dans le coffre. « Mais vous vous servez de quoi comme appât ?» demande-t-il. « Des morceaux de choix, je réponds, en me glissant derrière le volant et en mettant le contact.